faites l'effort de comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe. Elle est salutaire à plus d'un titre parce que vous insistez auprès du chef du gouvernement, vous soulignez les grandes préoccupations de la population actuellement. Elle en a beaucoup. Et les deux qui font la une parmi les soucis des préoccupations de la population. Effectivement, la réponse à ces questions, on peut avoir l'impression qu'on l'a en écoutant ou en participant aux différents débats dans la presse, dans les médias sociaux ou dans les causeries. Mais en réalité, c'est un pis-aller. Au Mali, vous savez, tout le monde parle de tout. Et votre démarche consiste à aller à la source pour avoir l'information vraie, pour vous faire une opinion sur la situation. Concernant EDM, il y a plus de 3 ou 4 mois, sur instruction du président de la transition, j'ai reçu personnellement le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'énergie pour qu'on puisse s'expliquer aux Maliens. Vous l'avez écouté, le ministre a fait son intervention, aujourd'hui il n'est pas là. Les questions de l'énergie ont continué à préoccuper les Maliens. Par exemple, lorsque la biennale se tenait à Mopti, certains ont même fait courir le bruit que l'électricité à Mopti juste le temps de la biennale et qu'après la biennale, elle va se couper. Ce qui était bien sûr de l'intox. Mais nous l'avons entendu. Je sais que le président l'a entendu, mais moi, je lui en ai parlé. Il a souri. Parce qu'il n'y a rien de plus faux. Et puis on ne peut pas imaginer notre gouvernement qui tient la biennale et le lendemain le courant disparaît. Donc c'était une sorte de campagne contre le gouvernement. Le président, vous savez, j'ai trouvé qu'avant la rectification, le président avait fait de la question de l'énergie une de ses préoccupations majeures. Et tel que je l'ai dit dans mon cabinet, tout dossier dont le président s'empare vu l'importance stratégique et politique du dossier, il faut se référer à ses recommandations. Il faut s'impliquer dedans à sa demande lorsqu'il nous donne l'autorisation. C'est pour cela que je vous disais que c'est sur son instruction que nous avons reçu les deux ministres. Récemment encore, avec la gravité de la situation, il a été instruit au ministre de l'énergie, la nouvelle ministre de l'énergie, de s'adresser aux Maliens. Ce qui a été recommandé, c'était deux choses. Un, il faut dire la vérité, rien que la vérité aux Maliens. Deux, il faut des perspectives. Il faut que les Maliens sachent que c'est difficile, mais que la sortie, c'est pour bientôt.
Les Maliens n'ont pas peur de difficultés. Les Maliens ont besoin de la vérité et du travail des dirigeants. Nous avons vu concernant l'embargo, c'est tombé sur les Maliens comme un couperet. Beaucoup de cadres au Mali, d'économistes, souvent des politiques, certains même ont essayé d'atteindre le moral des militants du M5 en leur disant qu'ils ne pourront pas résister. Mais quand les Maliens ont compris l'objectif de cet embargo, qui était de porter atteinte à leur honneur et leur dignité, de renverser le gouvernement, les Maliens ont fait bloc. Ils ont serré la ceinture. Ils se sont privés de tout. Les opérateurs économiques, n'en parlons pas. Les ministres, on a annulé leur voyage. Les Maliens ont tenu. Donc, ils ont besoin de la vérité. Lorsque la situation de la défense du Mali était devenue pratiquement insoluble, les adversaires du Mali ou ceux qui ne comprennent pas avaient prévu qu'on ne pourrait pas trouver de solution. Les Maliens ont tout sacrifié pour équiper leur armée. Ils se sont privés de tout. Je vous ai même dit que quand le gouvernement a fait 100 milliards d'économies en 2021, il a mis 50 milliards dans l'armée. Ensuite 20, 70 milliards. Les Maliens ont accepté. Parce que le président nous le dit, le centre de gravité du pouvoir de la transition, c'est le peuple. Donc, il faut dire aux Maliens la vérité. La deuxième chose, c'est que les Maliens sachent que le gouvernement travaille à trouver des solutions, qu'il y a des perspectives. Si les Maliens sont convaincus de cela, ils peuvent comprendre. Mais aussi longtemps qu'ils auront le sentiment qu'on ne leur dit pas la vérité, qu'il n'y a pas de perspective, ça va laisser le terrain aux adversaires de la transition. J'ai même entendu quelqu'un qui a dit qu'on a trouvé le courant même pour la biennale, ne sachant pas l'importance culturelle et pour le développement culturel de notre pays. Un défi que le peuple malien, les populations de Mopti ont relevé. Quelque chose que le gouvernement prépare en 5 ans. Il l'a préparé et tenu en 1 an. En quelques mois d'ailleurs, en 3 mois. Donc, le ministre a intervenu. Depuis l'intervention du ministre, il y a des polémiques. Vous savez, un sujet sensible comme ça ne pouvait pas ne pas susciter des polémiques. Et je crois que le président n'est pas insensible, le gouvernement n'est pas insensible à tout ce qui... Actuellement, nous sommes en train de regarder tout ce qui se dit. Nous sommes à l'écoute des Maliens. Parce que qui dit gouverner, c'est gérer aussi les sentiments des Maliens, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. Même aujourd'hui, le ministre de l'Énergie a passé la journée à Réunion. Demain, elle doit aller au Niger, parce que le Niger va augmenter sa production de pétrole de 20 000 barils, je crois, jusqu'à 90 000. Donc, il tenait à ce que le Mali soit présent, le Mali et le Burkina Faso. Elle va demain, le revient. Aujourd'hui, les 90% de l'énergie du ministre, donc du gouvernement, sont concentrés sur la résolution définitive, autant que faire se peut, des problèmes d'énergie. Maintenant, les polémiques médiatiques qu'il y a autour de ça, je ne souhaite pas rentrer dedans, c'est le travail du ministre. Ce
ce qui est sur le président de la transition l'a dit et répété. La question de la sécurité nationale, physique, la question de la sécurité alimentaire de la population, la question du développement économique et social, et tout le monde sait que sans énergie, il n'y a pas de développement. Tous ceux qui vont vous dire qu'ils vont développer un pays, ils n'ont pas d'énergie, c'est pour tromper les gens. Ces questions sont prises en main par le président de la transition, comme des questions de vie pour notre pays. Ce que je voudrais demander aux autres, c'est de faire confiance au gouvernement, de faire confiance au président de la transition. Rien ne sera ménagé. Comme nous ne ménagerons rien dans le sens de la récupération de l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité du pays, rien ne sera ménagé pour trouver une solution au problème des âges. Mais en réalité, il y a deux facteurs que nous ne voulons pas souligner souvent. C'est l'histoire de l'énergie au Mali et la manière présente de gérer. Comme je l'ai dit, le ministre peut-être aura le temps de faire d'autres explications. Mais c'est des polémiques qui ne servent pas. Aujourd'hui, les Maliens ne cherchent qui a raison, qui n'a pas raison. Ça intéresse moins les Maliens. Ils veulent avoir du courant. Comme dit quelqu'un qui a faim, il n'a pas à entendre les raisons pour lesquelles il n'y a pas d'eau. Il veut avoir de l'eau, c'est tout. Les raisons, là, c'est le gouvernement qui doit les gérer pour que les Maliens sortent de ça. Concernant les pièces administratives, j'ai reçu personnellement ici avant vous l'association des veuves militaires de Kati. Et l'une de leurs revendications, ça porte exactement sur ça. Les pièces administratives pour avoir le concours, les délais. Et j'ai cru entendre à la radio, pour ceux qui écoutent, récemment une communication du ministre de la Sécurité où on a repoussé les délais. On a changé les caractères des pièces à recevoir. Ça veut dire qu'en réalité, ce que vous avez vu, elle est tellement juste que ce n'est pas vous seulement. C'est une préoccupation majeure des Maliens. Et je crois que le ministre de la Sécurité et de l'administration territoriale et la fonction publique doivent entendre ce cri de cœur des Maliens. Ils l'ont entendu déjà. Parce que le fait de tenir des concours d'accès à l'armée, à la fonction publique, sans fraude, que les Maliens n'ont pas vécu il y a longtemps, mais on a fait l'expérience en 2021-2022. Nous avons placé la barre très haut. Nous n'avons plus le droit de reculer. Et donc moi je suis convaincu que les cris des Maliens, qui a été lancé par tout le monde, mais qui a une résonance particulière au M5, ne peut pas rester sans réponse. Moi je me ferai le devoir de moi-même de demander au ministre concerné de me faire une note technique pour ma propre compréhension, parce que pour moi c'est une question simple, mais les populations qui le vivent savent, parce que comme vous l'avez fait, cette question a été soulevée il y a quelques jours ici par les femmes qui viennent de m'envoyer. Je leur ai recommandé de m'envoyer un courrier dans ce sens. Pour ce qui nous concerne, je termine ça. Je voudrais donner l'assurance aux uns et aux autres qu'au-delà de tout ce qui peut être dit, parce qu'un gouvernement ne peut pas ne pas être critiqué, tous les jours, avant de commencer la journée, nous nous posons la question. Pourquoi nous sommes là? Est-ce qu'on est là juste pour être Premier ministre? Ou bien on regarde, comme les différentes recommandations sont nombreuses à retenir. Je retiens les 5 principales. Le président est parti, on n'en parle plus. La défense du pays. Vous aurez remarqué que ces derniers moments, toutes mes interventions publiques, c'est sur le Nord, c'est sur l'histoire. Comment on nous a conduit à cette situation. Et je demande à tout le monde, y compris les autres courants politiques, de tout laisser tomber pour soutenir notre armée.
le président, le ministre de la Défense, les chefs militaires, les hommes sur le terrain, qui sont dans le soleil, dans la poussière, dans les incertitudes, et se battent pour que nous recouvrons l'intégralité de notre territoire. Nous sommes aujourd'hui dans un face-à-face que souvent les citoyens n'imaginent pas. Il y a des grandes puissances qui ont juré que le départ de l'administration, nous allons le regretter. Et ils ne sont pas les bras croisés. Vous savez, il y a des pays dont l'ONU a pris des résolutions pour le départ en RDC, par exemple, la ministre depuis 2018, mais ils ne sont pas partis. Mais nous avons dit fin décembre. D'autres ont dit ça n'arrivera pas. Nous avons dit ça va arriver, Inch'Allah, avec l'aide du peuple et de notre armée. Donc ce que je vous demande, c'est de faire des bénédictions pour notre armée, de soutenir les militaires sans condition. Parce que toutes nos autres exigences viennent après la récupération de l'intégralité de notre pays. La deuxième chose, il y a beaucoup de débats politiques actuellement. Vous aurez constaté que moi, je me suis astreint à la question du nom de l'histoire. Parce que pour que les Maliens comprennent ce qui nous arrive, il faut leur expliquer. Ce n'est pas venu par hasard. C'est coordonné, c'est voulu par certains. Même aujourd'hui, je dis à certains militaires, j'ai vu le Joseph Borrell, le représentant de l'Union européenne, le ministre des Affaires étrangères. Ils sont allés donner 600 millions d'euros de matériel militaire, près de 40 milliards au Ghana. Pourquoi? Ce n'est pas pour le développement du Ghana, les enfants. Ils disent c'est pour lutter contre le terrorisme. Mais le terrorisme était au nord du Mali. C'est eux qui s'en occupaient. Pourquoi on n'a pas donné ces 40 milliards au Ghana et aux pays de la côte pour le développement économique et social, pour éviter que ces milliers de personnes, de Sénégalais, de Maliens et d'Ivoiriens aillent se jeter à la mer? Donc ce qui est à la bouche, c'est la lutte contre le terrorisme. Mais laissez-nous nous battre, donnez-nous les moyens de nous battre contre le terrorisme. Si on a une bonne compréhension de ça, on a un bon soutien de notre armée, et on a une direction politique claire qui est consciente de ses missions historiques aujourd'hui, avec à la tête le président de la transition, nous allons récupérer notre pays. Une fois que le pays est récupéré, ou parallèlement, on prépare le développement économique et social de notre pays. Parce que l'armée seule ne peut pas garder la stabilité dans le pays. L'armée aura pris toutes les frontières. S'il n'y a pas de développement économique et social, les autres auront des prétextes, des démagogues, parce que tous ces mouvements terroristes, nous en avons les preuves qu'on a amenées aux Nations Unies, que c'est créé par les officines des services secrets étrangers. La guerre au Mali a toujours été importée. 1989, c'est importé. Le chef, il est venu de l'extérieur. Il a pris le maniement des armes avant. Il a fait le lycée à la même période que nous. 2012, c'est venu de l'extérieur. Les Touaregs maliens, les Arabes maliens, les Soreilles, les Bamana, les Songo, ceux que certains appellent les populations du Nord, n'ont jamais demandé à quelqu'un de venir faire la guerre à leur nom. C'est toujours des guerres importées de l'extérieur, au détriment de nos populations, et certains disent que c'est pour le développement du Nord. Les débats internes à nous, on peut les mener. Chaque localité a ses réalités, mais on ne touche pas aux quatre principes. L'unité du pays, l'intégrité de son territoire, la souveraineté, l'exercice plein et entier de sa souveraineté sur l'ensemble du territoire, la forme républicaine et laïque de l'État. En dehors de ça, tout le reste peut se reposer. Mais qui refuse? Ce n'est pas des Maliens, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, qui nous ont assujettis, et nous courons derrière la paix depuis 30 ans.
j'ai expliqué aux uns et aux autres que lorsque l'accord pour la paix et la réconciliation nationale a été signé le 15 mai 2015, la SEMA a refusé de signer. Ce n'est que le 15 juin que la SEMA a signé ce qu'on appelait relevé des conclusions que les Maliens n'ont pas vues. Et depuis ce jour, la SEMA ne suit que l'application de ces relevés. Imaginez-vous un soldat qui atteint la retraite dans un autre mouvement. Il va adhérer à la SEMA et on nous dit de le prendre comme général. On ne va jamais le faire. Ça s'est passé avant, mais ça c'est terminé. Nous donnons la liste des gens intégrés de façon accélérée. La SEMA refuse depuis des années de donner la liste des personnes à intégrer. Refuse de donner les armes lourdes. Or, avant la signature de ces accords, depuis juin 2013, il a été prévu que les mouvements doivent être désarmés et cantonnés. Ils ont refusé. Ça veut dire quoi? Il n'y a que le rapport des forces qui va changer la donne. Et nous avons décidé de changer le rapport des forces au nord. Voilà là où nous sommes. Vraiment, c'est la préoccupation principale. Toutes les autres, elles vont fatiguer les uns et les autres. Mais il faut qu'on ait une claire compréhension. Moi, j'ai reçu ici les ressortissants de ma commune. Ils ont tué 12 personnes. Quand j'ai reçu les ressortissants de la commune, je leur ai dit que ça fait très mal. Je peux vous aider à partir de mon salaire ou d'autres facilités. Mais les vies humaines de chez nous, elles ne sont pas plus importantes qu'à Bamba, à Rarous, à Gaou, à Banyagara, à Nara, dans n'importe quelle partie du territoire. Il y a un coût que le peuple malien doit payer. Un coût politique, un coût militaire, un coût financier, un coût humain. Nous allons le payer parce que nous n'allons jamais accepter d'être un État vassal de notre pays qui nous dit allez-y à gauche, allez-y à droite, alors que notre peuple veut aller là. C'est tout notre tort. Voilà les éléments que je voulais vous expliquer. Les débats sur les commodités intérieures, le gouvernement ne les oublie jamais. Il ne se passe pas 2 ou 3 conseils que le président nous appelle 2 choses. 1, les Malikoura là c'est dans les têtes, il faut changer de comportement. 2, le centre de gravité du pouvoir de la transition, c'est le peuple. Chaque fois que le peuple a des préoccupations majeures, il faut qu'on en fasse des problèmes et qu'on cherche la solution. Voilà ce que je vous dirais, Monsieur le Président. Avant de vous repasser la parole, s'il y a des questions que vous pouvez me poser, pour que notre réunion soit très utile et surtout pas la dernière fois. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre.